Les énonciations de privilèges dans le militantisme féministe en ligne, description et critique. Introduction. Cet article porte sur les énonciations de privilèges, entre guillemets, dans le militantisme féministe en ligne. Il s'agit d'aborder la question de la légitimité des discours et des savoirs dans le militantisme à partir de ce phénomène discursif. Par énonciation de privilèges, je désigne le fait d'énoncer, avant d'entamer un discours, les privilèges de sexe, classe, race que l'on possède ou qu'au contraire on ne possède pas, dans un but de se situer par rapport aux diverses oppressions qu'on subit ou qu'on fait subir. Ces énoncés se présentent sous cette forme, ouvrez les guillemets, « Je suis hétéro, cis, blanche, issue d'une classe moyenne », fermez les guillemets. Ils répondent à des objectifs militants. S'interroger entre guillemets sur les privilèges inhérents à nos positions sociales, car un vrai débat d'idées ne peut se faire qu'entre personnes concernées pour élaborer les stratégies de lutte. Fermez les guillemets. Dire ces privilèges, c'est donc avoir pris conscience de la position sociale qu'on occupait dans la société afin d'organiser une lutte qui partirait des revendications et des expériences des concernés. Les énonciations de privilèges constituent alors des stratégies de légitimation de certains discours, savoirs et luttes féministes. Je propose de considérer et d'analyser ces énoncés à partir d'un double ancrage disciplinaire. Premièrement, j'inscris mes analyses dans le champ de l'analyse des discours. D'une part, je m'appuie sur les recherches françaises qui ont mis au centre la question du sujet et de la subjectivité dans le discours. D'autre part, j'utilise les recherches états-uniennes sur la production discursive des identités et la mobilisation des catégories de genre avec une approche plus interactionnelle et pragmatique. Deuxièmement, j'adopte la perspective épistémologique de la théorie des savoirs situés. Cette théorie a été développée par des féministes académiques états-uniennes notamment. Elle questionne l'objectivité des savoirs produits dans le monde académique et la possibilité de construire des savoirs à partir des positions sociales qu'occupent les individus. Citation de Haraway. Ils, les points de vue assujettis, sont privilégiés parce qu'en principe moins susceptibles d'autoriser le déni du noyau critique et interprétatif de tout savoir. Ils ont capté ce que sont les modes de déni au travers de la répression, de l'oubli, des actes d'escamotage et d'autres moyens d'être nulle part tout en clamant sa compréhension. Les points de vue assujettis sont privilégiés parce qu'ils semblent promettre des récits du monde plus adéquats, plus soutenus, plus objectifs, plus transformateurs. Fin de citation. Dans cet article, il s'agit donc de s'intéresser à la construction discursive des positions de sujets et des subjectivités légitimes, ainsi qu'aux effets et aux stratégies mises en place par de tels énoncés. Mon approche est essentiellement critique. Il me semble en effet que les énonciations de privilèges échouent précisément dans ce qu'elles entendent créer, une position située qui donnerait la possibilité d'une nouvelle construction objective des savoirs. Je m'appuie ici sur un corpus d'énoncés natifs du web recueillis sur des blogs et des groupes féministes, mais aussi sur des comptes et fils Facebook et Twitter abordant les questions féministes. Grand 1. Ancrage théorique et militant des énonciations de privilèges. Ces énoncés, très présents sur le web mais également hors ligne, prononcés lors d'événements militants mais aussi de conférences universitaires, s'ancrent dans plusieurs courants, des savoirs et luttes féministes. Une remarque préliminaire. Il est difficile ici de séparer savoir académique et savoir profane. En effet, les chercheuses féministes sont aussi des militantes. Inversement, un très grand nombre de militantes évoluent aussi dans l'espace académique, en tant qu'étudiantes en SHS notamment. Enfin, les savoirs militants féministes s'appareillent de savoirs académiques et inversement. 1.1. La dimension située. Il s'agit d'un acquis féministe assez ancien, qui consiste à considérer que certaines personnes sont mieux placées que d'autres
pour aborder certains sujets, le lesbianisme, la place des femmes, les transidentités, etc. C'est-à-dire que les concernés ont une meilleure connaissance des rapports d'oppression qu'ils et elles subissent. Cet argument est défendu par différents courants féministes, aussi bien matérialistes que queer. Cette perspective est particulièrement visible dans les théories épistémologiques des savoirs situés et de la perspective partielle. Ce courant de recherche, particulièrement productif dans les années 1980 et 90, a effectué une critique de la prétendue neutralité et objectivité du savoir dans le monde académique. Il a mis en évidence que le savoir académique, prétendument neutre, était réalisé à partir d'une position blanche, hétérosexuelle et masculine qui dissimulait cette position en la faisant passer pour objective. Face à cela, la théorie des savoirs situés a développé une autre conception et méthodologie de la création des savoirs. Il s'agit de considérer que les savoirs sont toujours ancrés dans une perspective partielle, c'est-à-dire qu'ils ne sont jamais coupés de leurs conditions de production. Au lieu d'effacer l'importance de ces dernières, il s'agit de les considérer comme des outils qui participent à l'élaboration du savoir et donc d'expliciter la manière dont on les utilise, notamment en disant d'où l'on parle. 1.2 La dimension intersectionnelle. L'intersectionnalité consiste à considérer que les différentes oppressions s'articulent entre elles, c'est-à-dire qu'une lecture unidimensionnelle des rapports de pouvoir ne permet pas de saisir les mécanismes d'oppression et de domination. Les perspectives intersectionnelles invitent alors à croiser plusieurs dimensions d'analyse sur les axes de genre, sexualité, de classe, de race. Il ne s'agit pas de considérer que les différentes oppressions s'additionnent, mais qu'elles se combinent pour fournir des oppressions spécifiques. Ainsi, ce n'est pas qu'une femme noire subit le racisme et le sexisme, mais plutôt que l'intersection de ces deux oppressions crée des formes spécifiques de rapports d'oppression. Donc, une citation de Bilge de 2010. Elle, l'intersectionnalité, réfute le cloisonnement et la hiérarchisation des grands axes de la différenciation sociale que sont les catégories de sexe-genre, classe, race, ethnicité, âge, handicap et orientation sexuelle. L'approche intersectionnelle va au-delà d'une simple reconnaissance de la multiplicité des systèmes d'oppression opérant à partir de ces catégories et postule leur interaction dans la production et la reproduction des inégalités sociales. Elle propose d'appréhender la réalité sociale des femmes et des hommes, ainsi que des dynamiques sociales, culturelles, économiques et politiques qui s'y rattachent, comme étant multiples et déterminées simultanément et de façon interactive par plusieurs axes d'organisation sociale significatifs. Fin de citation. Il s'agit donc de considérer que les sujets se situent à l'intersection de plusieurs rapports de pouvoir, sexe, classe, race, handicap, sexualité, etc., qui s'articulent dans des dynamiques spécifiques. Cette dimension intersectionnelle s'articule souvent à la précédente. Certaines théoriciennes ont mis en évidence la nécessité de produire des savoirs depuis ces positions marginalisées, par exemple dans le chapitre « Black Feminist Épistémologie » de l'ouvrage de Patricia Hill Collins cité plus haut. 1.3 La dimension numérique. Enfin, ces énoncés me semblent caractéristiques du web féministe 2.0, voir l'article de Marianne Pavot dans ce numéro. Même s'ils peuvent apparaître hors ligne. Ils doivent être mis en relation avec les discours numériques féministes anglophones sur les privilèges, où est apparue l'injonction « Check your privilege ». L'injonction « Check your privilege » est en général formulée face à quelqu'un ou quelqu'une qui s'exprimerait sur les réseaux sociaux à propos d'une oppression de sexe, classe, race dont il ne souffre pas, souvent en monopolisant la parole ou en donnant des instructions sur la conduite personnelle ou militante à tenir. Mais plus généralement, elle invite tout internaute à engager un retour réflexif sur sa position sociale
et à se situer face aux différentes discriminations qu'il ou elle peut subir ou dont, au contraire, il ou elle peut bénéficier. Il existe également des listes et des tests de privilèges, certains donnant même un score chiffré d'avantage ou de désavantage social, avec des items concernant la race, le genre, le sexe, le handicap, les revenus, la religion, l'apparence physique, etc. L'expression a été adaptée au français en traduisant privilège et en empruntant et francisant check, checker ses privilèges. Elle est attestée très régulièrement et les renvois aux sites en anglais, beaucoup plus nombreux, sont fréquents. C'est donc à partir de cette notion de privilège et de leur vérification, circulant dans les espaces militants en ligne, que s'élaborent les énonciations dont il est question ici. Mais, comme on le verra, il n'est pas nécessaire d'avoir été enjoint à checker ses privilèges pour produire de tels énoncés. 2. Les effets des énonciations de privilèges. Après ce rapide descriptif des courants féministes dans lesquels s'inscrivent les énonciations de privilèges, il convient de s'intéresser à leur fonctionnement discursif sur le web. Celles-ci me semblent devoir être envisagées dans leur aspect pragmatique. En effet, comme on va le voir, c'est parce que ces énoncés font quelque chose qu'ils sont proférés. La production discursive de l'identité est, en effet, comme l'ont montré de nombreuses recherches, en lien étroit avec des questions de performance. Dans ce cadre, dire son identité, ce n'est pas simplement dire un état de fait, c'est aussi produire son appartenance aux catégories énoncées. Ici, c'est au moins cet aspect illocutoire qui m'intéresse, que les conséquences perlocutoires de telles énonciations dont on peut voir la trace dans les métadiscours. Je n'énombre 3 effets performatifs de ces énonciations. Rendre visible par la catégorisation, s'engager à la réflexivité et légitimer ou délégitimer certains savoirs. 2.1 Catégoriser et rendre visible. Les énonciations de privilèges sont toujours du type « je suis », catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. Il s'agit d'énoncés de présentation de soi, très homogènes au niveau syntaxique. Ils sont le plus souvent au début d'un post, que ce soit sur Facebook, sur des forums ou sur des blogs, ou d'une suite de tweets sur Twitter. Ce sont des déclarations identitaires qui mettent en jeu des catégories très générales, des macro-level démographiques catégorise, pour reprendre l'expression de Buchholz et Hall en 2005. C'est-à-dire qu'il s'agit des catégories de genre, race, identité socio-professionnelle, etc., utilisées en sociologie et ou en démographie quantitative et qui identifient de grands groupes sociaux, plutôt que des catégories identitaires utilisées localement et contextuellement. Cela est visible dans les énoncés ci-dessous qui proviennent d'articles des revues en ligne Minorité, Je suis féministe et d'un post du blog féministe L'écho des sorcières et du fil Twitter d'une locutrice féministe. Donc le premier, ce sont donc 4 citations, 4 exemples qui se suivent. Le premier, entre guillemets, « Je vais avoir 40 ans dans quelques jours, je suis une femme blanche hétéro-trans et issucienne. » Le deuxième, « Je suis une femme blanche cis-hétéro, mariée, je fais partie de la classe moyenne. » Le troisième, « cis, able-bodied, issu d'une classe moyenne, blanche. » Le quatrième, « Alors voilà, je suis une féministe académique, blanche, cisgenre, de classe moyenne. » Ainsi, dans les extraits, on note des catégories relevant du sexe et du genre, femme, cisgenre, trans, de la sexualité et du statut marital, hétéro, marié, de l'identité socio-professionnelle, classe moyenne, de la race, blanche, issucienne, du handicap, able-bodied. À part les catégories cis et issuciennes, les catégories utilisées relèvent généralement des catégories démographiques traditionnelles. Issucien s'oppose à sous-chien, ce dernier qui est utilisé de manière provocatrice par le Parti des indigènes de la République pour désigner les Français et les Françaises de souche, entre guillemets. Il s'agit d'un détournement humoristique des catégories utilisées par l'extrême droite.
Les Issuciens et les Issuciennes sont les Français-Françaises issus de l'immigration. Les catégories utilisées pour se présenter doivent être comprises face à la question des privilèges évoqués plus haut. Elles ne fonctionnent pas seules, mais par opposition avec les catégories non privilégiées ou privilégiées correspondantes sur les axes sexe, sexualité, race, classe, handicap. Se catégoriser blanc, c'est ne pas se catégoriser racisé, noir, asiatique, arabe, etc. Par exemple. Certaines catégories fonctionnent de manière binaire, cisgenre versus transgenre, tandis que d'autres impliquent plusieurs catégories, lesbiennes, gays, bi versus hétéro. Ces catégories sont énoncées pour montrer une position, un rapport d'inégalité, ou plutôt un rapport de domination. Le groupe privilégié l'est aux dépens du ou des groupes qui ne le sont pas. C'est une dialectique que ces énoncés mettent en évidence à travers l'activité catégorielle. L'activité d'auto-catégorisation revient à exprimer l'appartenance à un groupe, mais aussi le fait qu'on n'appartient pas au groupe opposé entre guillemets. Cette activité de mobilisation des catégories dans la présentation de soi relève ici d'une démarche de stéréotypage délibéré et n'a pas simplement pour but de se décrire, mais consiste à exhiber la place sociale que l'on occupe et les rapports de pouvoir dans lesquels on est impliqué, et par là contribue à construire un ethos de locuteur ou locutrice consciente de la position sociale occupée. 2.2 Promettre l'écoute et le silence. Les énonciations de privilèges ont des effets indexicaux. Elles envoient le signal que l'on a compris sa place dans la société et les rapports de domination que l'on peut entretenir, et donc qu'on a fait un retour réflexif sur soi. C'est ce qui est en jeu dans les extraits suivants, provenant de posts de blogs féministes Black Thinking by Keegan et Kretsch, ainsi que du compte Facebook de l'association Féminicité. Donc, de nouveau 6 extraits. Donc, le premier... Avec vous, je vais checker mes privilèges, me positionner. Je suis une femme, je suis issue de la classe ouvrière, je suis blanche, je suis cisgenre, je suis pansexuelle, je suis physiquement valide et neuroatypique. Partant de là, mon statut de blanche cis physiquement valide me définit comme dominante par rapport aux personnes racisées, queer gender et invalides. J'ai intrinsèquement des privilèges. En aucune façon, je n'ai le droit de parler au nom des personnes victimes d'un système duquel je profite. Mon rôle est d'écouter et de soutenir avec humilité. Deuxième extrait. La clé n'est pas de hiérarchiser, mais de prendre conscience de ses propres privilèges, on en a tous, et d'écouter les personnes qui n'en bénéficient pas. Chaque oppression est différente. Troisième extrait. Féminicité et Garce vous propose de checker vos privilèges lors d'un atelier. Il s'agira de se situer dans l'espace social, d'ouvrir les yeux sur les rapports de force qui régissent notre société et de prendre conscience des oppressions qui ne nous concernent pas. Fin des extraits. L'activité, qui peut être collective, avec vous je vais, Féminicité, Garce vous propose, etc., est considérée à partir de ces effets. En checkant ces privilèges, on réalise l'acte de prendre conscience des oppressions, de prendre conscience de ses propres privilèges. En conséquence, dire ces privilèges, c'est montrer qu'on est prêt à écouter les personnes qui n'en bénéficient pas. L'énonciation de privilèges a alors une valeur performative. Au niveau perlocutoire, elle engage à adopter une certaine attitude face au discours des non-privilégiés. Finalement, la déclaration de privilège est un engagement, une promesse à écouter autrui. Mais plus que d'une promesse, il s'agit même d'une loi, d'un devoir. La locutrice, dans le premier extrait, explique bien quels sont les effets d'une telle déclaration en utilisant des modalités déontiques. Je n'ai pas le droit de parler au nom de personnes victimes d'un système duquel je profite. Mon rôle est d'écouter et de soutenir avec humilité, entre guillemets. La déclaration de privilège n'est pas simplement d'exhiber sa position sociale, c'est un engagement à respecter certaines lois quant à sa prise de parole. 2.3
légitimer les discours et les savoirs. Cette promesse d'écouter et de ne pas parler à la place des concernés implique également un certain rapport au savoir. En effet, il ne s'agit pas simplement d'une question d'engagement à soutenir et à écouter, il s'agit également de la valeur à accorder aux prises de parole, comme le montrent les extraits suivants, provenant d'articles de L'Écho des sorcières et du blog féministe La vie de Lamia. Donc on a 2 extraits. Le premier: je suis une femme blanche, cis, hétéro, mariée. Je fais partie de la classe moyenne. Pour moi, c'est normal de ne pas parler à la place des concernés en fait. Ça l'a toujours été, même quand je niais mon féminisme. J'aime pas parler de choses que je ne connais pas, alors je me tais, j'écoute. Deuxième extrait. Ainsi, une femme peut être plus privilégiée qu'un homme sur les oppressions autres que le sexisme, ou y touchant de près. Par exemple, une femme sociologue et un homme TDS sont sur une analyse sur le travail du sexe. L'homme TDS sera plus concerné, donc plus légitime de par son expérience du terrain et les enjeux sur sa vie que la femme sociologue. Fin des extraits. Ce sont ici des enjeux épistémiques qui sont soulevés à travers des modalités évaluatives. Sur une analyse, c'est plus légitime, c'est normal d'eux, etc. Et affective, j'aime pas parler de choses que je ne connais pas. Une norme épistémique transparaît donc dans ces discours. Certains savoirs sont plus légitimes, entre guillemets, mais aussi meilleurs que d'autres. Ces énoncés contribuent alors à charrier une contre-norme par rapport à une conception académique du savoir. Les concernés, par exemple l'homme TDS, sont toujours plus experts, plus légitimes, mais surtout connaissent mieux que les chercheurs et chercheuses qui feraient une recherche sur le sujet, donc entre guillemets la femme sociologue. Produire une énonciation de privilège, c'est alors montrer son adhésion à une certaine conception du savoir basée sur l'expérience. Grand 3, critique, énonciation souveraine, discours partiel. Ces énonciations de privilèges, considérées comme on vient de le voir comme, premièrement, une autocatégorisation avec des grandes catégories, deuxièmement, un engagement à se taire face à la parole des concernés, et troisièmement, une hiérarchisation des savoirs basée sur un principe d'identité. Celles et ceux qui vivent connaissent le mieux. Me semble avoir des implications hautement problématiques en ce qui concerne précisément la production des savoirs. D'une part, elles adoptent une conception du sujet et du discours en rupture avec les principes qu'elles veulent charrier. D'autre part, elles fournissent une conception du savoir restreinte et en désaccord avec les principes qui les fondent. C'est donc à une critique de ces énonciations de privilèges que je me livrerai ici à partir d'un double outillage conceptuel, celui des théories du discours et des interactions mettant au centre les questions de position de sujet et d'identité, et celui des savoirs situés. Mon ambition ici n'est pas de séparer le bon grain de l'ivraie en montrant que ces énonciations ne s'appliquent pas à la lettre, la théorie des savoirs appliqués. Il s'agit plutôt de prendre acte d'une double position de cette théorie. La première, elle est fondatrice du phénomène des énonciations de privilèges. Les énonciateurs et énonciatrices s'inspirent de cette théorie. La deuxième, elle fournit des outils critiques. De plus, comme je l'ai écrit plus haut, la distinction entre savoir académique et militant est ténue en ce qui concerne le genre et le féminisme. Il ne faut alors pas aborder ces savoirs uniquement comme des objets, mais plutôt chercher à entretenir des conversations avec ceux-ci. Enfin, il s'agit pour moi d'assumer une prise de position féministe dans ce travail. C'est parce que les savoirs situés me semblent un outil théorique, conceptuel, mais aussi de lutte féministe particulièrement productif, qu'il me semble nécessaire d'en éclairer certains enjeux et applications. 3.1 Les illusions d'un sujet maître de lui-même. C'est en termes de subjectivité et de position de sujet que j'aimerais tout d'abord analyser les énonciations « Je suis X ». Ces énonciations, on l'a vu, visent à situer l'énonciateur, l'énonciatrice face à sa condition dans la société. C'est-à-dire qu'en prononçant ce type d'énoncé, on rendrait explicite ses privilèges et précisément sa position de sujet.
Les croyances et préjugés associés à cette position seraient donc désamorcés, puisqu'au lieu d'être masqués par une énonciation non située, ils seraient précisément exhibés par la déclaration de position subjective, par le fait d'avoir checké ses privilèges. Énoncer sa position de sujet serait alors en même temps la défaire, dire ce que l'on est, exhiberait la position de sujet et annulerait les idéologies qui pourraient se cacher dans le fil du discours ou en tout cas pourraient en fournir le principe explicatif. L'analyse du discours a largement traité la question de la subjectivité et de l'idéologie dans les discours. Elle nous apprend que le sujet est bien plus un effet qu'un donné et qu'il est précisément le lieu où se concentre l'idéologie. Une citation de Pavot en 2010. Nous sommes amenés à considérer que le sujet est le support des représentations et de leurs rapports, et que la prise de position du sujet, effet-sujet, résulte de ce que nous avons appelé un décalage entre les représentations liées à des processus extérieurs les uns aux autres. Ainsi, se constitue le point d'où sera pris position, en toute liberté, c'est-à-dire dans l'illusion constitutive du sujet, par rapport à l'inanité et au préconstruit. Fin de citation. Si l'on s'inscrit dans cette critique d'un sujet énonciateur plein et maître de sa parole, il devient difficile de considérer qu'exhiber sa position de sujet est autre chose qu'une illusion. Cela participe en fait au renforcement de l'idéologie de l'évidence du sujet. Les énonciations de privilèges semblent alors avoir un fonctionnement problématique. Elles sédimentent l'idée d'un sujet maître de son discours et en contrôle sur celui-ci. Le fait que l'idéologie se cache dans le fil de discours et n'est pas immédiatement donnée à voir, n'est pas annulé par ces déclarations de privilèges, mais c'est l'effet que celles-ci produisent. Les énonciations de privilèges constituent alors une idéologie du sujet sur le mode de l'auto-interpellation, c'est-à-dire que ce qui fait l'évidence d'être un sujet maître de lui-même, l'interpellation, n'est pas réalisé par autrui, mais par le sujet lui-même. 3.2. La rigidité des catégories, une contre-performance. Au-delà du fait que la construction de ces positions subjectives sédimente une vision du sujet monolithique, il faut s'interroger sur les catégories mêmes qui sont utilisées pour exhiber ces positions de sujet. C'est-à-dire qu'en se plaçant au niveau des catégories identitaires, en deçà d'une critique de fond et de la production subjective, les énonciations de privilèges posent des problèmes. C'est donc à une analyse du fonctionnement de ces catégories que je voudrais procéder. Comme je l'ai dit plus haut, les catégories mobilisées dans les énonciations de privilèges sont le plus souvent de grosses catégories démographiques. De ce fait, elles ne sont pas liées aux activités contextuelles et locales des sujets, mais à une approche macro de la société. Greco, à propos de l'utilisation de ces catégories en sociolinguistique, explique, donc, citation, « La première vision renvoie aux catégories de genre, ethnie, identité socio-professionnelle, qui sont supposées structurer l'échange communicationnel et agir en tant que contrainte sur ce dernier. Dans ces analyses, l'identité est une variable sociale censée rendre intelligibles les fonctionnements linguistiques et discursifs. Dans ce cadre, l'identité est vue comme une entité non problématique, monolithique, se situant en arrière-plan par rapport au langage et agissant de l'extérieur sur les discours. » Fin de citation. Si le contexte d'utilisation de ces catégories est différent, puisqu'il est ici question de leur mobilisation dans le cadre de recherche académique, les enjeux de leur fonctionnement semblent être très similaires dans le cas des énonciations de privilèges. C'est-à-dire qu'il s'agit de catégories héritées qui agissent de l'extérieur sur le discours et qui charrient une conception de l'identité monolithique, univoque, discrète et déjà constituée. Il y a alors une certaine naturalisation de ces catégories et leur pertinence dans l'approche et la description de l'identité peut être remise en question. On peut, en effet, concevoir autrement la production discursive de l'identité et la mobilisation des catégories. La production identitaire, plutôt qu'une mise en discours d'un être, entre guillemets, avec une évidence référentielle, est alors une activité, un faire, qui s'organise interactionnellement et en contexte. Pour Buchwolletz et al.,
il s'agit de considérer les identités à un niveau local et au niveau des activités dans lesquelles le sujet est engagé. Ces recherches mettent aussi en évidence qu'il y a plusieurs niveaux d'identité et que les caractéristiques d'un individu sont plus ou moins mobilisées, rendues pertinentes et mises en discours selon les contextes. Finalement, se concentrer uniquement sur les catégories macro, c'est manquer plusieurs manières dont fonctionne l'identité. Dans les énonciations de privilèges, l'utilisation de macro-catégories semble de la même manière rater plusieurs dimensions de l'identité. Ce n'est pas sur le plan scientifique ou académique que cela pose problème. En revanche, dans une démarche qui vise à se situer pour éclaircir la position subjective à partir de laquelle on parle, on peut considérer que le recours à des grosses catégories imposées de l'extérieur et non à celles rendues pertinentes dans l'activité en cours est paradoxal. J'en donnerai un exemple. La blogueuse Crêpe Georgette a effectué sur son blog une série de portraits de femmes féministes de différents âges et de différents courants du féminisme. Une des interviewées, interview de féministe numéro 8, Laure, raconte assez longuement dans ses réponses les liens entre son activité de travailleuse du sexe et son féminisme. Or, dans son énonciation de privilèges préalables, elle ne se catégorise absolument pas au niveau de son activité professionnelle. Donc, la citation commence « Je vais essayer de situer mon point de vue. J'ai 26 ans, je suis française avec papier, blanche, valide, élevée dans une famille de gauche dans les classes moyennes supérieures, assignée femme à la naissance et toujours perçue aujourd'hui comme femme, même si je ne me reconnais pas dans les archétypes du genre, autodéfinie comme queer, dans mon genre comme dans mon orientation sexuelle. » La catégorie « travailleuse du sexe », se référant à une activité professionnelle très spécifique, n'est pas utilisée ici. Ce n'est pas une macro-catégorie, alors qu'elle pourrait apparaître comme pertinente. Dans cet énoncé, l'énonciation de privilège ne situe pas la parole au regard de l'activité engagée, ce qui constitue une forme d'échec de ce que cette énonciation prétend défaire. Cet échec de la mobilisation des macro-catégories dialectiques pour se situer est également visible dans la manière dont ces catégories échouent précisément à embrasser les positions subjectives. Une tweeteuse afroféministe invitée sur le compte participatif Feminist Inside a ainsi invité ses abonnés à décliner leurs privilèges, provoquant une centaine de réponses, en produisant le tweet ci-dessous. Ouvrez les guillemets. Citez ce tweet avec vos privilèges. Par exemple, je suis cis, able-bodied, issu d'une classe moyenne supérieure. Fin de citation. Ce tweet est intéressant à plusieurs titres. Tout d'abord, parce que l'activité de production identitaire tourne ici à vide. On produit de l'identité pour produire de l'identité, sans qu'une autre activité que celle de faire une déclaration de privilège soit en jeu. L'énonciation de privilège, le fait de se situer, n'est pas relié à un discours, à une pratique, à une autre interaction, mais est autoréférentiel. D'autre part, certaines réponses qui ont suivi ce tweet sont à analyser en regard de la mobilisation des macro-catégories. Donc, 4 exemples qui suivent. Le premier, blanche, valide, pas toujours, cis, diplômée. Le deuxième, blanche, cis, hétéro, valide, plus ou moins. Le troisième, blanc, cis, classe moyenne, diplômé, able-bodied, avec une astérisque, juste un caractère physique sans grosses conséquences. Et le dernier, blanche, cis, hétéro, catholique non pratiquante, voire athée, classe moyenne, j'en oublie sûrement. Dans ces énoncés, il apparaît que les macro-catégories posent problème pour les scripteurs et les scriptrices, c'est-à-dire que celles-ci manquent de précision référentielle. Je relève 2 problèmes. Tout d'abord, le fait que ces catégories sont trop imprécises, leur référent est trop large. Ainsi, la catégorie de valide est soumise dans les énoncés 1 et 2 à des modalisations quantitatives, plus ou moins, ou temporelles, pas toujours. Ces modalisations visent à donner une description plus précise de ces privilèges, car la catégorie valide apparaît trop vague. En effet, on peut alterner période de validité et handicap. De même, il existe des degrés d'invalidité,
plus ou moins entre guillemets handicapant. La binarité de l'opposition des catégories valides-invalides rend difficilement compte des nuances qui peuvent être expérimentées dans le handicap. C'est la même imprécision référentielle qui pose problème dans l'énoncé numéro 3, mais avec un procédé différent pour en rendre compte. L'énonciateur a recours à un addendum concernant la catégorie able-bodied. Dans l'énoncé numéro 4, un autre problème est en jeu. La multiplicité des privilèges que l'on peut avoir et l'impossibilité de tous les dire. J'en oublie sûrement. C'est la pluralité des activités dans la vie sociale qui ressurgit ici. Impossible de lister tous les privilèges dont on peut bénéficier. Il s'agit encore une fois d'un problème de contexte. Par exemple, être une femme d'1m80 sera très certainement un privilège dans le contexte du mannequinat, mais pourra apparaître parfaitement neutre dans un très grand nombre de situations. Si certains rapports de pouvoir qui structurent la société sur les axes sexe, classe, race relèvent de manière assez évidente d'une question de privilège, d'autres sont plus complexes à lister. Ces modélisations montrent que les macro-catégories apparaissent peu adéquates aux locuteurs et locutrices, elles et eux-mêmes, pour rendre compte de leurs identités. Ainsi, la locutrice qui dit être plus ou moins valide exprime la difficulté de situer à l'aide de ces macro-catégories. S'il nous manque une phalange, on peut être considéré valide face à une personne tétraplégique, mais invalide dans le contexte d'un tournoi de tricot. Paradoxalement, il apparaît que les catégories utilisées, comme elles sont utilisées hors contexte et qu'elles sont trop vagues, sont impuissantes à situer la parole de l'énonciateur et l'énonciatrice. 3.3. L'argument d'identité ou, entre guillemets, l'identité ne produit pas de science. La formule, donc l'identité ne produit pas de science, est d'Haraway. Pour finir, j'aimerais revenir sur la question des savoirs produits à partir de ces énonciations de privilèges et de leur légitimation. Les énonciations de privilèges, on l'a vu, tendent à légitimer les discours produits à partir d'une position située. Entre guillemets, j'aime pas parler de ce que je ne connais pas, disait la locutrice un peu plus haut. Le raisonnement est donc le suivant. On ne peut parler que de ce que l'on est et ce dont on fait l'expérience, ou en tout cas, on est susceptible d'en parler le mieux. Être, c'est alors connaître. Cette idée va se traduire dans les discours par un autre phénomène langagier que j'appelle argument d'identité. Il s'agit d'un argument du type « seuls les X peuvent parler des X » ou, corollairement, « les Y n'ont pas le droit de parler des X » où X est une catégorie non privilégiée et Y, la catégorie privilégiée correspondante. Cet argument met en correspondance l'expérience et le savoir, qui donnent, comme on l'a vu, le droit ou non à la parole. On en trouve un bon exemple dans l'extrait suivant. Il est issu de la section Critique cinéma du Forum Chronique Geek et concerne le film La vie d'Adèle d'Abdelatif Kechiche. Le film est critiqué pour ses scènes de sexe car elles sont considérées comme peu réalistes et s'inscrivant dans un imaginaire hétérosexuel. Citation. Car c'est l'un des problèmes majeurs du film. La vie d'Adèle n'est pas un portrait d'amour universel par l'homosexualité, mais un récit lesbophobe. Loin de moi l'idée de parler au nom des lesbiennes, de ce qui est lesbophobe et de ce qui ne l'est pas. Ce n'est pas une opinion, attention, c'est un fait qui se base sur la globalité des points de vue de femmes lesbiennes ayant vu le film. Après, on va me dire, et depuis quand les lesbiennes sont les garantes de l'identité lesbienne ou la sexualité lesbienne ? Ce à quoi je réponds tout de suite, mon cher Serge Kaganski, parce que vous n'êtes pas une femme lesbienne, parce que Kechiche n'est pas une femme lesbienne, parce que les deux actrices principales ne sont pas des femmes lesbiennes, et parce que visiblement personne du tournage au montage n'a relevé à quel point on aurait dû demander à des femmes lesbiennes ce qui est crédible pour une relation lesbienne et ce qui ne l'est pas. Fin de citation. Ici, le savoir sexuel lesbien est rabattu sur la question de l'être lesbien ou de l'identité lesbienne. On aurait dû demander à des femmes lesbiennes. Être, c'est savoir, savoir, c'est être. On pourrait imaginer un savoir de la sexualité lesbienne qui existe en dehors des lesbiennes. Mais ici, cette perspective est totalement rejetée.
Si l'auteur s'autorise à écrire alors qu'il n'est pas lesbienne, c'est parce qu'il se base sur, entre guillemets, la globalité des points de vue des femmes lesbiennes ayant vu le film. L'auteur met en place un dispositif de dialogisme interactionnel pour justifier de ce savoir basé sur l'expérience. Entre guillemets, on va me dire « Et depuis quand les lesbiennes sont les garantes de l'identité lesbienne ou la sexualité lesbienne ?» La réponse donnée est tautologique. Si les lesbiennes sont les garantes du savoir sur la sexualité lesbienne, c'est que, contrairement à toutes les personnes qui ont fait le film, Keshish n'est pas une femme lesbienne, etc., elles sont lesbiennes. Cet argument d'identité peut prendre des formes assez virulentes, comme on peut l'observer dans l'extrait suivant où un twitto interpelle une féministe au sujet de sa critique d'un article de presse qui liait les questions du voile et de la prostitution. Donc, citation du tweet. « Au fait, t'es qui, blanche bourgeoise, pour dire ce qui est pertinent pour les putes ou les voilées ?» Ici, le discours de savoir est discrédité par l'interpellation. T'es qui, blanche bourgeoise, pour dire « C'est au nom de la situation sociale privilégiée de l'interlocutrice que le locuteur rend non pertinent son discours. » Cette équivalence entre identité et savoir dans l'argument d'identité relève d'une conception du savoir qui entre en contradiction avec la théorie des savoirs situés, notamment telle que l'a formulée Haraway. Si celle-ci considère que l'expérience est un bon point de départ pour l'élaboration du savoir, elle ne constitue pas un point d'arrivée. Dans sa théorie des savoirs situés, l'expérience est une perspective sur le monde, un point de vue, au même titre que l'œil offre une perspective sur ce qui est devant soi. Cette perspective doit être outillée par des instruments de vision, c'est-à-dire par des dispositifs, des concepts, des théories, des méthodes, qui permettent d'élaborer du savoir. Haraway se montre extrêmement critique sur l'idée d'une collusion entre savoir et identité, rejoignant par ailleurs la critique du sujet déjà mentionnée plus haut. Donc là, c'est une longue citation de plusieurs extraits d'Haraway. On n'est pas une cellule ou une molécule ou une femme incolonisée, un manœuvre et ainsi de suite, parce qu'on pense voir et voir depuis ses positions d'un œil critique. Être est beaucoup plus problématique et contingent. Aussi, on ne peut déménager vers quelques points d'observation, que ce soit sans devenir responsable de ce mouvement. Sa vision est toujours une question du pouvoir de voir, et peut-être de la violence implicite de nos pratiques de visualisation. Avec le sang de qui mes yeux ont-ils été façonnés? C'est également valable quand on témoigne de la position de soi-même. Nous ne sommes pas immédiatement présents à nous-mêmes. La connaissance de soi requiert une technologie sémiotique et matérielle qui lie les significations et les corps. L'identité à soi-même est un mauvais système de vision. La fusion est une mauvaise stratégie de positionnement. Les positionnements des assujettis ne sont pas dispensés de réexamen critique, de décodage, de déconstruction et d'interprétation, ce qui veut dire de démarches à la fois sémiologiques et herméneutiques d'enquête critique. Apprendre à voir d'en bas requiert au moins autant de savoir-faire avec les corps et le langage que les médiations de la vision, que les visions technoscientifiques les plus élevées. Entre guillemets. L'assujettissement ne constitue pas un socle pour une ontologie. Il est peut-être un indice visuel. La vision requiert des instruments de vision. Une optique est une politique de positionnement. Fin de citation. Haraway dénonce d'une façon un peu différente, des garçons des sciences humaines, comme elle les appelle, la fiction d'un sujet unifié, non morcelé, identique, présent à lui-même. C'est d'un moi divisé et contradictoire que l'on doit partir. Un moi unifié, qui est son point de vue, n'a pas de point de vue, justement. Il reste collé, fusionné à son assujettissement. Le problème de dire « je suis X », donc je peux parler de X, serait donc selon elle que ce faisant, le sujet nie la pluralité des identités et nie le morcellement du sujet, mais aussi il nie les médiations et les technologies sémiotiques nécessaires à la production du savoir. Il reconduit alors une posture tronquée, irresponsable, qui est celle des savoirs qui se considèrent neutres.
Pour Haraway, ne pas prendre en compte son point de vue, considérer à tort qu'il n'existe pas, ou s'enfermer dans son point de vue, y rester collé, revient pratiquement au même. Il n'y a pas de médiation, pas de stratégie, pas de perspective. Pour conclure, des discours militants critiques et situés. J'ai essayé de montrer dans cet article en quoi les pratiques d'énonciation de privilèges avaient un fonctionnement paradoxal. Elles promeuvent l'idée d'un sujet réflexif et ayant pris conscience des conséquences de sa position dans la société, mais reconduisent finalement la fiction d'un sujet plein et maître de lui-même, sujet qui n'arrive pas à adopter une perspective partielle et rejoue la décontextualisation qu'il dénonce. Si les énonciations de privilèges sont donc une mauvaise stratégie de positionnement, se situer, exhiber une perspective partielle dans la production des savoirs féministes et plus généralement minorisés me semble indispensable. J'aimerais donc évoquer, en conclusion, certains discours militants qui exhibent une autre posture face au savoir situé. Tout d'abord, ce type d'énonciation est critiqué par certaines militantes avec des arguments assez proches de ceux que j'ai développés ici. Une blogueuse féministe, Lizzie Krodager, évoque par exemple la pluralité des privilèges qui donne l'impossibilité de se saisir sur tous les axes d'oppression. Est-ce que ça a vraiment un sens, par exemple, de parler de privilèges minces ? L'assujettissement qu'implique cette pratique, je suis vraiment pas fan de l'étiquette, dit-elle entre guillemets, le manque d'outils de vision que cela peut induire, ça ne prend pas en compte la façon dont certaines choses en sont les conséquences de telles autres, ou la façon dont des choses relèvent d'un système ou pas, ainsi que d'autres problèmes. Ensuite, car des militantes produisent des discours de savoir situé qui prennent d'autres formes que les énonciations de privilèges. Le site de l'Organisation internationale des intersexués offre par exemple une bibliographie sur l'intersexuation dont l'organisation et la mise en discours sont intéressantes. Cette bibliographie est un peu particulière car elle se divise en 2 sections. Essais et textes théoriques produits par nous et essais et textes théoriques produits par des alliés. Les 2 sections correspondent à des onglets différents et sont donc 2 discours séparés. Sous la section « Essais et textes théoriques produits par nous », on trouve ce sous-titre « Une bibliographie négligée, écrit sur l'intersexualité selon la position située de chercheurs intersexes politisés ». Je trouve cette démarche intéressante. Il n'y a pas ici de rejet des savoirs non intersexes, mais une organisation alternative, par position face à l'intersexuation, et pas par discipline par exemple. Selon un but militant, des ressources disponibles sur l'intersexuation et une mise en valeur de certains savoirs négligés. Les savoirs sont ici situés pas seulement en fonction de la personne qui les produit, pas par leur contenu même, mais par la manière même de les disposer et de les répertorier sur le site. Finalement, se situer, explorer les positions de privilèges ou de minorisés, s'en servir pour produire savoir universitaire ou non, pose la question du langage comme instrument de vision. Je considère dans ce cadre qu'une perspective partielle demande de réenvisager le discours, de changer les manières d'écrire, de questionner l'écriture, la parole, objective et neutre sur tous les plans. Situer son savoir, exhiber sa perspective partielle, ne tient pas dans les énonciations de privilèges, mais dans des pratiques discursives, toujours à recommencer, toujours à questionner, toujours à interroger.